Il n'est pas trop tard pour bien faire. C'était lors du forum à Bruxelles par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a tendu la main à son homologue Paul Kagame du Rwanda. Mais pour certains politiques, Tshisekedi a fléchi face à Paul Kagame qui reste un stratège depuis quelque temps. Mais pour les autres, c'est une stratégie philosophique jouée par Tshisekedi. Parce que en utilisant une psychologie des forces, il faudrait utiliser aussi en même temps certaines stratégies politiques en tenant compte de sa base depuis les années. C'est sur cette diplomatie agissante nous allons essayer d'analyser sur ce plateau spécial qui reçoit pour vous, mesdames et messieurs, Monsieur Jean-Félix Senga, qui est deuxième personnalité de la MOCA, juste après Martin Fayoulou. Nous allons essayer de décortiquer les analyses pour savoir quelles sont les cartes, quels sont les dessous. Est-ce que Tshisekedi a-t-il réussi ses forums à Bruxelles? Parce que cela intervient 2 jours ou 1 jour après que la CENCO ait aussi soulevé cette question de la condamnation à mort de Joseph Kabila, sénateur à vie et ancien président de ces pays, qui a été soutenu aussi par le même Bruxelles, qui a soulevé la question de la procédure dans la justice congolaise. Mesdames et messieurs, vous suivez la FM télévision, vous avez les 2 numéros affichés en bas de vos écrans, vous pouvez nous écrire. Et aussi, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne. Alors, Monsieur Jean-Félix Senga, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Alors, on va analyser avec vous ces discours du président Tshisekedi à Bruxelles. Pour certains, il a fléchi, et pour les autres, c'est une stratégie mise en place pour anéantir davantage Paul Kagame, qui se voit en posture des forces. D'après vous, quelle peut être l'analyse? À mon avis, je pense tout dépend de quel bord on se place. Tout dépend de la perception qu'on a du contenu du discours qui a été prononcé hier par Monsieur Tshisekedi. Bien entendu, pour les uns, c'est pas mal. Il a tendu un piège à Kagame afin de montrer à la face du monde que c'est Kagame qui est belliqueux, qui ne veut pas de la paix, qui tient à la guerre. Et il a mis à nu parce que vous êtes sans oublier que précédemment à Washington, Tshisekedi n'avait pas accepté de signer sur l'accord qui devait être signé à Washington. Il aurait posé des conditions du genre: il va falloir que l'armée rwandaise libère, quitte d'abord le sol congolais. C'est à ce titre qu'il pourra apposer la signature sur cet accord. Et de ce point de vue, on l'aurait taxé des belliqueux, d'un va-t-en-guerre, de quelqu'un qui tenait mordicus à la guerre. Et arrivé à Bruxelles, il semble déjouer pour présenter à la face du monde que c'est effectivement Kagame qui tient à la guerre. Ça, c'est le point de vue des uns. Le point de vue des autres, comme vous l'avez dit, il aurait fléchi, il s'est humilié. Il a humilié la République du Congo devant le petit Rwanda parce que à travers ses discours, il demanderait publiquement pardon, ce qu'il abaisserait aux yeux des uns ou des autres. C'est un autre point de vue. Mais pour ma part, ce que moi je semble reprocher, ce que je reproche, c'est ce caractère inconstant qui caractérise Monsieur Tshisekedi. Il a fait montre d'un caractère inconstant. C'est-à-dire, depuis le début de la guerre jusqu'à nos jours, chaque fois qu'il se retrouve quelque part, il est toujours changeant. Il est contradictoire. Il n'a pas une position fixe qu'il défend. Il fait montre de quelqu'un
qui ne s'est pas assis avec son état-major pour réfléchir aux choses qui nous arrivent, pour réfléchir à la situation qui prévaut au pays, et afin d'amorcer une démarche, de prendre une ligne de conduite en se fixant des objectifs que, au bout d'un temps, voilà ce que nous devons atteindre comme objectif en suivant la démarche que nous engageons aujourd'hui. Malheureusement, lui, il pratique par essai-erreur. Lui, il pratique par tâtonnement. Lui, aujourd'hui, il présente cette facette. Demain, c'est le contraire de la facette qu'il a présentée. Aujourd'hui, il tient ce langage. Demain, il revient sur ses propres paroles. Demain, il propose ceci. Le lendemain, c'est tout le contraire de ce qu'il avait dit. Voilà ce que moi, je reproche dans le chef de monsieur Tshisekedi, dans cette façon de faire. Vous voyez, quand on a porté le problème au niveau des Nations Unies, les Nations Unies a pu voter une résolution 2773. Cette résolution, dans l'alinéa 2, demandait, obligeait, contraignait M. Kagame à demander à son armée, à l'armée rwandaise, de quitter le sol congolais. Nous resterions là-bas, nous camperions là-bas, nous matérialions là-bas, on allait marteler sur ce point-là jusqu'à ce que l'armée rwandaise quitte le sol. Mais il a encore changé les fusils d'épaule. Et il donne à Kagame du souffle. Il a semblé dire à Kagame, le président Lorenzo a presque réussi à 95% à résoudre le problème. C'est vous, Kagame, qui n'étiez pas venu au conseil. Oui, quand nous étions encore sur ce processus de Luanda, nous avons tous été surpris quand on attendait M. Tshisekedi en Angola. On a été surpris un dimanche de le voir au Qatar à côté de M. Kagame. Voilà ce que nous reprochons dans les chefs de M. Tshisekedi, l'inconstance. Ce qui fait que ce qu'il défend, même les gens à qui il présente tout ça, ils savent pas à quoi s'en tenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir des propos de M. Tshisekedi? C'est là le problème. Donc, il n'a pas quelque chose de solide qu'il a savamment tissé après avoir étudié la situation, et il s'accroche à ça, il continue à marteler. Loin de là, c'est là où il accuse des faiblesses. Aujourd'hui, on lui remet en face toutes les paroles qu'il a eu à prononcer hier vis-à-vis de M. Kagame. Aujourd'hui, on lui remet en face avec facilité quand il prétend que lui n'a pas un langage belliqueux. Aujourd'hui, on lui remet tout ce qu'il a eu à raconter. Ça fait honte. C'est gênant. C'est ce qui est humiliant. Donc, pour ma part, avec ma formation chrétienne, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. S'il faut demander pardon à quelqu'un, que je demande pardon. S'il faut demander pardon. Mais là, il n'a pas s'agi de demander pardon. Il voulait que Kagame s'engage dans la voie de la paix. Et même alors, vous êtes invité à un colloque où on parle de partenariat. Le partenariat que M. Kagame est allé présenter ou défendre, le partenariat exige, le partenariat se fait dans un climat de paix. Dans un climat de paix. C'est pas quand vous êtes en guerre que vous pouvez être des partenaires. Donc, que Kagame dise, au moment où nous venons parler du partenariat, d'autres viennent avec des sujets apparemment hors du temps, comme il a prétendu le dire, le faire croire. Ça n'a pas de sens. Parce que il va falloir que nous soyons en paix. C'est alors que nous pouvons faire le partenariat. C'est là où, contrairement de tout ce que les gens disent, ils reprochent à M. Tshisekedi, que je dis, tout dépend de quel bord on se trouve. Ce qui est vrai, hier par exemple, la Senko et l'ECC avaient fait un ils devaient consulter des personnalités à travers l'Afrique. Ils ont vu M. Tshisekedi, ils lui ont dit, nous aurions voulu rencontrer aussi M. Kagame. C'est avec les encouragements de M. Tshisekedi qu'ils s'étaient rendus à Kigali rencontrer Kagame. Ils ont échangé. Après avoir échangé, quand ils sont rentrés pour présenter ne serait-ce que ce qu'ils se sont dit à Kagame, ils avaient reçu les fins de non-recevoir. Tshisekedi ne voulait plus le recevoir, ne voulait plus en parler. Cette attitude-là, c'est ce que nous nous reprochons. C'est ce que moi je trouve que le mal
la faiblesse du Congo vient de là. C'est-à-dire, il n'a pas une vision claire des choses. Il ne sait pas à quoi il s'engage. Il ne sait pas quelle est exactement la situation actuelle du pays et qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir le pays de ce bourbier. C'est ça le vrai problème. C'est ce que moi, je reproche. Donc moi, je ne viens pas pour dire il a fléchi les genoux. Je ne viens pas pour dire il a demandé pardon. Je ne viens pas pour dire il a humilié le Congo. Je viens pour dire, je le reproche du fait d'avoir un caractère inconstant. C'est ce qui fait que le Congo est toujours faible vis-à-vis de Kagame. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix Senga. Alors, on va prendre une quelconque dimension pour comprendre où exactement Tshisekedi est en train de pécher ou de boiter dans sa démarche, parce que vous lui reprochez cette attitude inconstante, changement des paroles, tout ça. Quel est le vrai problème? Ou qui exactement ne joue pas son rôle? Félix a présenté au monde entier la situation qui prévaut à l'Est. Félix a accepté toutes les propositions, si je peux le dire, excusez-moi d'utiliser un quantificateur universel, toutes les propositions, les différents processus, Luanda, Nairobi, jusqu'à atteindre Washington. Mais est-ce que c'est Félix à lui d'imposer une quelconque manière de gérer les choses à l'Est, ou bien c'est aux facilitateurs de montrer leur stratégie imposante dans la partie orientale? C'est là qu'on peut jauger et voir l'efficacité de ces processus. Vous pouvez vous poser la question, depuis que Washington a pris les choses, nous sommes à combien de pourcentage de réussite? À ce niveau-là, qui échoue exactement? Ce sont les facilitateurs ou c'est Félix qui déjoue les facilitateurs? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je trouve que la question est vraiment importante, si vous permettez que j'entre effectivement dans la matière. Vous avez le temps à comprendre. À mon avis, je le dis toujours, le problème qui se pose au Congo remonte d'il y a longtemps. Le problème qui se pose au Congo ne vient pas nécessairement avec Paul Kagame. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait que tout le monde retienne. Ce qui arrive au Congo aujourd'hui, c'est la volonté des États-Unis d'Amérique et de l'Occident de vouloir émietter le Congo, balkaniser le Congo pour rendre le Congo faible. C'est le point de départ. De ce fait, quand l'Occident aide Kagame à prendre le pouvoir, Kagame a initié pratiquement le génocide rwandais. Parce que Kagame a toujours tendance à faire croire que c'est un génocide Tutsi. C'est un génocide rwandais. Parce que Kagame qui a commencé par tuer les Hutus pour les énerver, les pousser à se rentrer dedans et que les choses se passent telles que ça se passait. C'est Kagame qui l'a fait. Donc, le véritable génocidaire d'abord, c'est Kagame. Il faut le pointer du doigt. Eh bien, quand on l'aide à prendre ce pouvoir, c'est pour que après Kagame vienne les aider à accomplir leur volonté à eux, laquelle volonté de vouloir balkaniser le Congo. Parce qu'apparemment, tout le monde, quand il parle du dossier de l'Est, on a tendance à croire que il ne s'agit que de minéraux. C'est la guerre des minéraux. On fait ça pour voler les minéraux. Non. Pour moi, la première chose, le premier problème, c'est la volonté des Occidentaux de balkaniser le Congo. Et ils utilisent Kagame, qui lui a une idée, laquelle idée, Kagame voit que son pays est minuscule. Son pays a une petite superficie, la démographie rwandaise galope, et pour ce faire, Kagame estime que il faut agrandir la superficie rwandaise. C'est ainsi que Kagame se nourrit des idées de grignoter certains espaces congolais, notamment le nord, le sud Kivu. Et par enchantement, ces espaces-là sont très riches, ont des minéraux. Kagame en profite. Ça, c'est 2. 3. Par enchantement, ces espaces sont très fertiles. Donc, comme les Rwandais sont plus les peuples pasteurs, ils vont en profiter avec l'élevage, avec la culture. Voilà pourquoi Kagame tient aussi à tirer parti en amputant une partie du Congo pour faire ce qu'il rêve, l'empire Ima Tutsi.
C'est là que le problème se pose. Maintenant, M. Tshisekedi, la manière dont il a pris le pouvoir, il s'est dès le départ rendu faible vis-à-vis de Kagame parce que il s'est soumis à certaines conditions de Kagame et Kabila quand il lui donnait le pouvoir. Il ne faut jamais oublier cet aspect dans l'équation. Donc ça joue d'une manière ou d'une autre. C'est un paramètre qui joue, qui est plus important. Parce que n'eût été la dynamique interne, n'eût été le travail de l'opposition d'une part, le travail de la société civile de Nord, Sud Kivu d'autre part, ce que M. Tshisekedi s'était entendu avec Kagame, il le céderait, il le donnerait. Et à ce moment-là, Kagame ne le traiterait pas de tout le monde. Il trouverait un homme bon qui aurait fait sa volonté, mais son valet. Malheureusement, la dynamique interne a fait que Tshisekedi se réveille, se révolte. Et quand il se révolte, il tourne le dos. C'est ainsi que il commence à chercher des solutions pour voir comment nous tirer d'affaire. Malheureusement, là où Tshisekedi va frapper, là où il va toquer pour chercher la solution, ce sont les gens qui sont à la base. Ce sont les gens qui soutiennent au départ Kagame. C'est ce qu'il faudrait que tous les Congolais comprennent. C'est ce qu'il faudrait que ceux qui soutiennent, ceux qui accompagnent M. Tshisekedi comprennent. Les Américains sont complices de Rwandais. Et les Occidentaux sont complices de Rwandais. Ce paramètre-là, il faut pas l'ignorer quand on fait les démarches. Il faut pas l'ignorer. Quand on ferme les yeux sur ces paramètres, c'est alors qu'on est en train de s'embourber davantage. Alors, tout compte fait, face à un tel tableau, comment pensez-vous que vous pouvez vous tirer d'affaire? On se dit, d'une part, il y a d'autres blocs qui vous tendent la main pour vous aider à vous tirer d'affaire. Vous réfléchissez deux fois. Les Américains, les Occidentaux, eh bien, ils sont exactement comme Kagame, donc ce sont des assassins. Ils tuent facilement. Regardez ce qui était arrivé à Lumumba en son temps. Face à ça, M. Tshisekedi réfléchit deux fois. Il se dit, dois-je me lancer? Si je me lance, qu'est-ce que les Américains vont me réserver? Il hésite d'aller vers l'autre bloc qui lui tend la main pour le sortir d'affaire. L'autre bloc, bien entendu, vous comprenez de quoi je parle. Vous avez vu le Mali, vous avez vu le Burkina Faso, vous avez vu sur qui ils se sont appuyés pour aujourd'hui être souverains au niveau qu'ils le sont. Pour aujourd'hui conduire les choses telles qu'ils le conduisent dans leur pays, sur qui ils se sont appuyés. Là, M. Tshisekedi a hésité. Bon, est-ce que nous allons le pousser à s'offrir un holocauste? Non. Par contre, nous lui demandons de suffisamment réfléchir. À ce moment-là, c'est la sagesse qui entre en ligne de compte. Voilà pourquoi nous disons à M. Tshisekedi, face à ça, nous te conseillons de créer un bloc à l'interne, de créer un front à l'interne, de créer une cohésion à l'interne. C'est quand tu auras cette cohésion, quand tu auras l'adhésion populaire, arme-toi, prépare l'armée et il faut faire la guerre à Kagame. Il faut lui faire la guerre. Il faut pas hésiter. Cette guerre, moi, à la place de Tshisekedi, il suffit qu'on me donne 3 mois à la place de Tshisekedi, la guerre se fera à Kigali. Je commencerai la guerre à Kigali. C'est là que je commencerai la guerre. Et le reste, on verra après. À ce moment-là, Kagame va réfléchir 2 fois. Kagame se permet un peu trop. C'est toujours lui qui vient. Oh, et les FDLR. Mais quand nous parlons M23, parlons bien. M23, de qui s'agit-il? Il ne s'agit que de Rwandais. Je vous ai déjà dit, quand vous prenez 1000 éléments du M23, 1000 éléments, 950, ce sont des tout Rwandais. 950, ce sont des Rwandais. Ce sont des 50 de Congolais qu'on a achetés, des Congolais qui sont au service du Rwanda contre leur propre pays, juste pour des intérêts mesquins, Voilà pourquoi nous conseillons à M. Tshisekedi, point n'est besoin de t'éparpiller, point n'est besoin de faire tout ce que tu veux là, parce que dans ce qu'il fait, il faut encore ajouter un élément. Tout ce que M. Tshisekedi fait comme démarche, il le fait qu'avec égoïsme. Il le fait qu'avec égoïsme, avec méchanceté. Pourquoi je le dis? Il suffit d'un rien. Il suffit que M. Tshisekedi ait l'impression qu'il y a une lueur d'espoir, que je veux m'en sortir. J'aurai un soutien des Américains ou de ceux-ci. Directement, l'idée qui lui vient à l'esprit,
c'est le changement de constitution. Donc, lui ne travaille pas pour le pays. Il ne travaille que pour sa petite personne. C'est un problème grave. C'est un problème grave. Nous sommes à un moment où tout le monde va faire montre d'homme d'État. C'est-à-dire, quelqu'un qui sait se surpasser, quelqu'un qui ne regarde que l'intérêt supérieur du pays. Par contre, c'est ce qui manque à M. Tshisekedi. Voilà pourquoi il s'est cru, il a cru que si j'ai fait un deal minéré contre sécurité avec les Américains, dès que les Américains me sécurisent, je reste libre, le Rwanda ne me dérange pas, donc je n'ai personne qui s'oppose à moi. Directement, je modifie la constitution, je reste le roi soleil. Voilà ce qui anime M. Tshisekedi. Malheureusement, les Américains ne l'entendent pas de cette oreille. Les Américains ne sont pas prêts à lancer leurs enfants pour qu'ils viennent mourir dans les bourbiers congolais. Ils sont pas prêts à ça. M. Tshisekedi devait le comprendre. Donc, s'il devra rentrer en lui-même, il devra comprendre la solution, c'est de créer un front à l'interne. De quoi a-t-il peur? Même si il fallait que M. Tshisekedi fasse la guerre aujourd'hui, telles que les choses sont. S'il faut faire la guerre, on va faire la guerre avec un ministre de la Défense, Guy Mwadiamvita. Non. Soyons sérieux. Vous doutez de ses compétences ou bien... Est-ce qu'il en a? Il n'y a pas à me demander, vous doutez. Est-ce qu'il en a les compétences? Il en a. Par contre, on prendrait un général de l'époque de Mobutu. Pas les scouts ici qui sont venus du MLC, des RCD, Goma, des CNDP. Pas tous ces scouts-là qui sont prêts à trahir pour quelques billets de dollars. Ils trahissent. À l'époque de Mobutu, on avait des généraux dignes d'être appelés généraux. On en prend deux. L'un ministre de la Défense, l'autre vice-ministre, et l'autre encore ministre de l'Intérieur. Eh bien, on fait un gouvernement de guerre. Pour aujourd'hui aller acheter les armes, est-ce qu'on a besoin de prendre un ancien gardien de prison en Europe, lui donner la responsabilité de commencer à acheter les armes? Connaît-il les armes? Connaît-il les armes? Voilà, nous avons beaucoup de faiblesses. Pour le moment, pour sortir, nous avons besoin d'un gouvernement qui affiche une transparence sans pareil, une transparence dans la gestion. Pas par rapport à ce que nous apprenons aujourd'hui. Vous avez suivi ce que le ministère de l'économie a dévoilé depuis l'époque de M. Kabila. On avait créé des sociétés fictives qu'on était en train de subventionner à raison de 250 millions de dollars par an. Imaginez-vous, si on ne prend que les 7 ans de M. Kabila et de Tshisekedi, donc ça fait à peu près 1,5 milliard de dilapidés, de détournés du moment que nous sommes en guerre. Maintenant, nous avons besoin de cet argent pour nous doter des armes capables. Parce que la guerre aujourd'hui, c'est plus la guerre aérienne. Très bien. C'est plus la guerre aérienne. Voilà ce que nous disons, voilà ce que nous reprochons à M. Tshisekedi. Il suffit qu'il fasse attention. Quand les prêtres lui ont soumis, proposé le plan après avoir consulté, contacté tout le monde, en tout cas, il devait s'empresser pour que on aille à ce dialogue, on forme un front à l'interne et qu'on soit à même de faire un gouvernement qui est caractérisé par une gouvernance transparente, qui est capable de faire la guerre. Il nous faut un gouvernement de combat. Il faut pas encore continuer à tergiverser. Kagame se croit fort parce que la guerre, il a exporté au Congo. Elle s'est fait au Congo, c'est pourquoi il se croit fort. Si nous ramenons la guerre à Kigali, parce que nous avons le moyen pour ramener la guerre là-bas, je crois que Kagame va fléchir les genoux. Ceux qui le soutiennent vont changer de langage. Merci, monsieur Jean-Félix Senga, tout en mesurant les poids de Kagame, parce que derrière Kagame, il a des alliés puissants qui les soutiennent. C'est là aussi, vous devez prendre ça en compte. J'ai une question qui reviendra sur le gouvernement, mais rentrons un peu dans cette affaire, la diplomatie en ci de suite. Voilà pourquoi Tshisekedi vous avez tendu la main. Il a tendu la main, qu'il a patienté depuis longtemps, et Martin Fayulu a manifesté sa bonne volonté de parler à son frère. Et on devrait assister à un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, lequel gouvernement? Nous assistons à la présence d'Adolphe Muzito et les autres.
Pourquoi vous n'avez pas voulu accepter d'entrer dans ce gouvernement d'union nationale pour accompagner et apporter votre touche particulière au lieu de rester en dehors du système et commencer à avoir les choses peut-être autrement, parce que vous donnez l'impression comme si, double question, vous donnez l'impression comme si Martin Fayoulou, une fois aux affaires, il faut ipso facto tourner dos aux Américains et la communauté internationale. Mais est-ce que vous mesurez les risques de tourner un président congolais qui tourne dos aux Occidentaux, les Américains en particulier, les Européens aussi? Vous ne pensez pas que c'est nager dans le vide? Vous avez le temps. Heureusement, je suis encore sur le plateau. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je voudrais commencer par le commencement. Vous dites, on vous avait tendu la main. Vous parlez de la phrase du discours de 2019 ou vous parlez de l'organisation du gouvernement de l'Union nationale qui était en chantier par son conseiller spécial en matière de sécurité? Je voudrais que mais c'est cela, c'est le gouvernement. C'est là, le gouvernement qu'on a aujourd'hui. Donc c'est de ça dont vous parlez. Oui. Ok. À ce sujet, nous avons été clairs. Au niveau de la MOUCA, le président de la MOUCA, Martin Fayoulou, avait initié en son temps la cohésion nationale. Il a invité solennellement toute la classe politique congolaise et la société civile à comprendre le bien fondé de la cohésion nationale, à comprendre que la voie du dialogue était la voie royale, était la voie cardinale. Nous n'avons pas d'autre alternative pour trouver des solutions. Les choses étant, Monsieur Tshisekedi vient pour essayer de court-circuiter l'idée, il initie ce qu'il a appelé le gouvernement d'union nationale en consultant qui il voulait. Par contre, quand nous parlions du dialogue, nous parlions d'un dialogue inclusif. Nous disions qu'il fallait élargir l'assiette, il fallait voir tous les Congolais qui avaient une fraction de la population derrière eux, tous les Congolais qui pesaient, qui avaient droit au chapitre au Congo. Y compris ceux qui c'est ce que nous avions dit. De ce faire, quand vous essayez d'amenuiser, diluer l'idée de la cohésion nationale, nous croyons que ce serait de bonne loi que nous, la MOUCA, nous ne prenions pas part à ça, parce que c'était la façon de faire de M. Tshisekedi était réductrice. Par contre, nous avions proposé une idée globale, une idée riche, une idée qui concernait toute la classe politique. Nous voulions un dialogue inclusif. Donc, nous ne pouvons pas nous ramener à un dialogue sélectif, qui éliminerait les autres, qui augmenteront encore des frustrations. Bref, nous n'aboutirons à rien. Voilà la raison qui a fait que nous ne prenions pas part à cela. Qu'à cela ne tienne. Même alors, je voudrais qu'on aborde quand même, Monsieur Tshisekedi, si aujourd'hui, par malheur, vous dites non, nous nous entendons avec Monsieur Tshisekedi, lui et nous nous entendons. Nous créons un gouvernement que nous devons envoyer faire la guerre. Nous donnons des objectifs à ce gouvernement-là. Êtes-vous sûr que M. Tshisekedi respectera ce que vous aurez entendu, ce que vous vous accordez, c'est à quoi vous vous accorderez? Êtes-vous sûr que M. Tshisekedi va respecter? Là, ce sont des préjugés. Là, ce sont des préjugés. Je ne l'ai pas affirmé. J'ai soulevé des questionnements. Bien, si vous n'êtes pas sûr, donc vous serez réservé. Sinon, ce serait bête de votre part de vous engager avec quelqu'un que vous connaissez, incertain, changeant à longueur de journée. Voilà tout le problème. Or, s'il arrive qu'aujourd'hui, qu'il y ait un dialogue inclusif, lors de ce dialogue-là, vous vous mettez d'accord sur un certain nombre de choses. Toute la classe politique prend l'engagement de respecter cela. Je pense que ce ne serait plus du seul apanage de M. Tshisekedi de revenir demain pour changer comme il le voudra, faire à sa guise. C'est dire, ensemble, toute la classe politique, il sera lui autant dilué
et par contre, il s'engagera à respecter. Et ça vous aidera. Ça vous aidera à trouver des solutions aux problèmes. Et non pas vous vous engagez avec quelqu'un et vous ne savez pas parce que lui, il est plus préoccupé par la modification de la Constitution afin qu'il reste au pouvoir. Vous êtes plus préoccupé par l'intérêt supérieur. Vous êtes plus préoccupé. Nous devons d'abord tirer le pays du bourbier. Nous devons d'abord sauver nos frères qui sont en train de croupir dans l'esclavagisme de Rwandais au nord, sud Kivu et que sais-je encore. Nous devons d'abord les tirer de là. Nous devons d'abord aider nos frères qui sont en train d'errer ça et là. Ils ont quitté leur village, leur milieu naturel à cause de la présence rwandaise, parce que vous savez que là on est en train de les décapiter, de les tuer, de les malmener. Donc vous devriez d'abord être préoccupés par ça. Mais ce n'est pas ça la préoccupation de M. Tshisekedi. Donc vous ne pouvez pas prendre le risque de vous engager avec un monsieur comme ça pour faire quelque chose qui risque n'aboutir à rien. Voilà ce que j'ai dit. Et enfin, je n'ai jamais dit que quand vous prenez le pouvoir, vous devez rompre avec les États-Unis. Moi, j'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est parce que vous présentez une façade obscure des États-Unis, d'être derrière dans l'histoire. Non, on ne présente pas une façade obscure. Quand on est en train d'analyser les choses, quand on est en train de chercher la solution, on ne va pas se mentir sur des faits. Donc, je pars sur des faits réels. Je pars sur des faits réels. Des gens comme les Peter Pam et consorts des Américains, on a déjà eu à les rencontrer, on a déjà écouté leur discours, on sait qu'est-ce qu'eux défendent. Nous parlons en connaissance de cause. Nous ne sommes pas en train de présenter une façade obscure. Nous parlons en connaissance de cause. Bien, quand vous connaissez tout ça, au moment où vous allez à la rencontre de ces gens, c'est avec tous ces paramètres sur la table. C'est de ça dont je parle. Je n'ai pas dit que, non, il faut casser. Je ne suis pas partisan de rompre les relations, de casser. Je suis partisan des gens qui essayent. Au moment où il faut faire la diplomatie, vous faites la diplomatie. Au moment où il faut prendre les bâtons, vous prenez le bâton. Au moment où il faut la carotte, vous prenez la carotte. Je suis partisan de cette théorie-là. C'est de cette manière que je vois les choses. D'ailleurs, dans mon propos, à un moment donné, j'ai dit, il y avait d'autres blocs qui tendaient la main à M. Tshisekedi. Nous ne l'avons pas poussé à dire, va nécessairement dans l'autre bloc. Lui-même a apaisé, il a vu... de la Russie ou les autres. Lui-même a apaisé, il a vu qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'est-ce qui était bien pour lui, bien pour son avenir. Nous l'avons laissé libre de faire ce qu'il trouvait. Mais nous sommes préoccupés par une seule chose, il faut trouver la solution au problème qui se pose au Congo. Et la solution ne peut venir que de Congolais eux-mêmes. C'est là où monsieur Tshisekedi fait la mauvaise lecture de choses. C'est là où il est en train de faire des faux fuyants. C'est là où lui évite la vraie solution. Il va chercher des palliatifs qui n'arrivent pas à l'aider. C'est pourquoi il est changeant, c'est pourquoi il tâtonne, parce qu'il veut s'appuyer sur des palliatifs, il veut s'appuyer sur des roseaux. Le roseau se penche. Par contre, nous proposons, nous disons, la solution ne peut venir que de Congolais. Donc il va falloir que nous nous recentrions sur nous-mêmes pour rentrer à nous-mêmes afin de trouver des solutions à nos problèmes. Les autres ne pourront nous venir qu'en aide pour consolider ce que nous aurons nous-mêmes enfanté. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix Senga. On va prendre une autre option. D'ailleurs, vous l'avez soulevé lors de votre argumentaire. Il s'agit de cette intention de la modification ou changement de la Constitution. Vous savez que cette Constitution a aussi des experts qui la traitent d'une manière ou d'une autre. Qui ont ce pouvoir d'émettre une opinion quant à ces. Vous avez suivi le professeur Évariste Bochab. Parce que si on cite les constitutionnalistes, il est l'un des piliers penseurs de cette constitution de Sun City. Quand Évariste Bochab dit que cette constitution de belligérant, est-ce que vous, après avoir lu cette constitution à fond,
après avoir décortiqué, vous ne découvrez pas qu'il y a des malaises quelque part, qu'il faudrait soit modifier ou apporter une petite touche, mais une modification qui va en faveur de la population. Est-ce que pour vous, cette constitution, elle est à 100% bonne pour la population congolaise? Il faut tout de suite là répondre. Même si on met les meilleurs constitutionnalistes que vous dites être Monsieur Bochab, qui prétend que la constitution est la constitution des belligérants, du moment que Bochab a été parmi les gens qui ont traversé, sillonné le Congo pour dire aux Congolais de voter cette constitution au référendum. À ce moment-là, la capacité qu'il a de perception, d'analyse en tant que constitutionnaliste, il ne l'avait pas. La dynamicité aussi. Doucement. La capacité qu'il a, la technique qu'il a en tant que constitutionnaliste, il vient de l'acquérir maintenant qu'il s'est séparé de Kabila, ou il avait depuis quand il venait de la France des études. Ça, c'est la question. S'il l'avait, pourquoi en ce moment-là n'a-t-il pas évoqué ça? Pourquoi il vient évoquer aujourd'hui, après que il ait tourné le dos à Kabila? Quand il était avec Kabila, pendant les 18 ans, il a toléré la Constitution. Quand, au nom de la Constitution, Kabila devait quitter le pouvoir après avoir fait ses 2 mandats, Bochab revient pour nous proposer de changer la Constitution juste dans l'objectif de maintenir Kabila aux affaires pour que lui continue à jouir tant que Kabila sera aux affaires. C'est un individu aussi léger comme celui-là. Évariste Bochab. J'ai dit, c'est un individu aussi léger comme celui-là que vous allez me demander, moi, de le suivre parce que constitutionnaliste serait-il? Non. Être constitutionnaliste, c'est une chose. Ne pas avoir une bonne conscience en tant qu'homme, ça n'est une autre. D'ailleurs, quand vous allez à l'université de Kinshasa, juste à l'entrée là, vous verrez une grande pancarte, c'est affiché, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est le genre des Bochab, des Mbata et de tous ces gens de constitutionnalistes là, des gens qui réellement ont la science. Pour la science, on leur doit du respect parce que ils ont la science, mais ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de conscience. Quel est le rôle, quel est l'objectif qu'on assigne à une constitution? Si ce n'est défendre les intérêts du peuple, si ce n'est protéger le peuple, si ce n'est être un contrepoids contre ceux qui sont au pouvoir de peur qu'ils n'en abusent. N'est-ce pas ça l'objectif premier que l'on assigne à une constitution? Mais si Bochab vient faire des propositions juste par flatterie, comme ils sont champions, ce sont des champions de la flatterie, ce sont des champions qui changent de camp à longueur de journée. C'est cette classe politique pourrie qui fait que le Congo soit aussi faible aujourd'hui, c'est-à-dire des gens bourrés de théories scientifiques, mais humainement parlant des gens nuls. Ce sont ces gens-là qui font qu'aujourd'hui le Congo est en train de patauger face à un petit pays comme le Rwanda, parce que au lieu la science qu'ils ont acquis à l'Occident, au lieu de nous ramener cette science qui nous aide à devenir forts, avec leur science, ils veulent nous malmener pour nous affaiblir davantage. Là, en tant que peuple sérieux qui se respecte, nous devons dire non. Nous devons dire non. Ça, c'est un. 2. Il est vrai, aucune œuvre humaine ne pourra être parfaite. Donc, chaque œuvre humaine a certaines imperfections. Ça, je le reconnais. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, pour répondre à la question, je dis, quand bien même vous réunirez 1000 constitutionnalistes, 1000 meilleurs constitutionnalistes, pour nous faire une constitution, elle aura toujours des lacunes, elle aura toujours des faiblesses. Donc, le problème n'est pas là-bas. Est-ce que ce sont les faiblesses actuelles de la constitution qui font que nous ne savons pas faire face au Rwanda? Ce sont les faiblesses actuelles de la Constitution qui font que nous avons une gouvernance chaotique. Ce sont les faiblesses actuelles de la Constitution qui font que nous ne soyons pas à même de nous constituer une armée capable de défendre l'intérêt de la nation, de défendre la souveraineté, de défendre l'intégrité territoriale. Non. Donc,
Ça, c'est un problème de second rang. C'est Peut-être. pas un problème par les temps qui courent, nous ramener ça sur la place publique comme si le Congolais était dans la paix, le Congolais, chaque Congolais vaquait librement à ses occupations, chaque Congolais se retrouvait par les opportunités que ce gouvernement lui offre. Non. Donc, ne venez pas distraire les gens avec l'idée de la Constitution, du changement de la Constitution. Là, Monsieur Félix voudrait seulement se maintenir au pouvoir. D'abord, on se demanderait, il veut se maintenir pourquoi? Les 7 ans qu'il a eu, il n'a fait que ridiculiser le Congo. Les 7 ans qu'il a eu, il n'a fait que poursuivre l'œuvre que Kabila a laissée, quelle œuvre d'affaiblir davantage le Congo, de détruire davantage le Congo. C'est tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que nous allons les gratifier. Je ne pense pas. Est-ce que, donc, mettez d'abord de côté l'idée de la modification de la Constitution. Monsieur Jean-Félix Senga, vu la gravité, la hauteur de la crise dans l'histoire de ce pays, est-ce que 5 ans suffisent-ils pour un chef de l'État congolais de résoudre la situation? Vous ne voyez pas que, vu la hauteur du dossier, 5 ans semble un peu être minimum. En tout cas, ça, j'aime vraiment cette question parce qu'apparemment, on dirait les Congolais se la posent. Quand quelqu'un vient aux affaires, il ne vient pas résoudre tous les problèmes du pays. C'est pas possible. Quelqu'un qui serait de l'opposition, qui attendrait que celui qui est au pouvoir en 5 ans ou en 10 ans résolve tous les problèmes du pays, ce serait un ignorant, ce serait quelqu'un qui n'est pas à sa place. Donc, ce n'est pas ce que l'on attendrait. On demanderait au peuple. Quand quelqu'un vient aux affaires, avant de venir, il connaît les problèmes qui se posent au Congo. Il cerne le problème qui se pose. Il se dit, moi, en 5 ans, voilà le programme que je veux faire pour résoudre ça. Au besoin, je résoudrai 3 choses. Il prend cet engagement devant le peuple. C'est à l'issue de ces 5 ans, le peuple va dire, voilà ce que tu nous avais dit, voilà ce que tu as fait, tu as rempli ta mission ou tu n'as pas rempli ta mission, on te donne soit un carton rouge, soit un carton vert. Vous comprenez? Donc, on n'est pas obligé de faire 1000 ans au pouvoir parce qu'on doit résoudre tous les problèmes. On n'appelle pas. Humainement parlant, sur le plan psychologique, les psychologues ont étudié, ont compris. Quand quelqu'un reste au pouvoir pendant plus de 10 ans, il n'a plus rien à pondre, il n'a rien à donner, il devient stérile. Mais maintenant, pour prendre le cas de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, quand il commençait fraîchement, il n'avait rien. Après avoir fait 10 ans, si vous lui en ajoutez le temps, c'est alors que les idées viendront, il pourra faire quelque chose pour le Congo, loin de là. Donc, que le Congolais ne soit pas distrait en disant que un chef de l'État, pour bien faire, il lui faut 1000 ans au pouvoir. Quelqu'un, dès qu'il commence, les 6 premiers mois, vous allez voir les signaux de son apport. Même, vous allez voir les signaux. Même la baisse du taux de dollar aujourd'hui, ça ne fait pas partie des signaux. Les 6 premiers mois, vous ne voyez rien, dites-vous qu'il n'aura rien à faire. Et c'est le cas présent pour Monsieur Tshisekedi. À moins que vous commenciez notre registre quand vous parlez maintenant de la baisse du non, dollar. mais quand même, vous ne pouvez pas vous en passer. Ça fait partie des efforts d'un gouvernement et surtout qui est piloté par une dame. Aujourd'hui, petit à petit, les Congolais assistent à une influence sur les prix d'achat. Vous ne pensez pas qu'à un certain moment donné, au-delà de juger négativement Tshisekedi, au-delà d'apporter un jugement objectif, il y a lieu aussi de faire voir à la population que Tshisekedi, au-delà de tout, il essaye aussi quand même d'apporter une touche particulière. Mon problème n'est pas celui de faire voir. Mon problème est de constater ce qui se passe sur le terrain. Il est vrai, je suis en train d'assister à la dégringolade du dollar. Le dollar est en train de chuter par rapport au franc congolais. Ça, c'est un fait que personne ne peut nier. D'autre part, moi, j'ai toujours acheté un sac de ciment à 32 000 francs. Je continue à l'acheter à 32 000 francs. De ce point de vue, rien n'a bougé, rien n'a changé. Ça, c'est un fait.
il est aussi vrai, je venais de constater que le prix du carburant a baissé, je crois de 300 francs, ce qui est une bonne chose. Mais nous aurions voulu que l'incidence soit remarquable, soit vivante, soit palpable, c'est-à-dire le dollar dégringole, le carburant baisse de prix, il devait y avoir un fait d'entraînement. Mais jusqu'à preuve du contraire, le fait d'entraînement n'est pas encore là. C'est ce que nous attendons, et quand cela serait arrivé, ce serait bien entendu pour le bien de notre population. Et ce n'est pas moi qui viendrai vous dire non, c'est mauvais parce que j'ai l'intention de condamner ou de parler du mal. Non, là nous sommes sur les faits. Et puis, vous êtes sans oublier, quand on se pose des questions, au fait, qu'est-ce qui se passait pour que le dollar connaisse une telle chute? Nous apprenons tous, d'ailleurs nous l'avons appris du gouverneur de la banque. Le gouvernement a injecté 50 millions de dollars. Avec 50 millions de dollars, c'est-à-dire on a racheté les francs, on a rendu les francs rares. Quoi de plus normal que le franc s'apprécie encore davantage sur le dollar? Quoi de plus normal? Mais maintenant, observons, est-ce que ça continuera? Parce qu'il y a d'autres paramètres aussi sur lesquels on devait s'appesantir pour qu'effectivement les dollars chutent et les prix suivent. Si les prix ne suivent pas, mais les dollars chutent, là, on fait plus du mal à la population que de les servir. On fait plus du mal. Alors, parce qu'aujourd'hui, vous allez acheter un article, à l'époque où le dollar valait 28 000 francs, l'article coûte 28 000 francs. Vous allez avec pour aller avec le franc, vous n'allez pas partir avec le franc équivalent à 10 dollars. C'est 10 dollars plus 4 000. Et parfois ailleurs, quand vous allez avec le dollar, on vous dit non, ça c'est 24 000, l'article coûte 29 000, ajoutez 5 000. Qui perd? Alors, c'est la population qui perd. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous aurions voulu, nous serons enchantés de constater que les prix commencent à suivre le taux du dollar. Alors, on a fini presque cet entretien. La régie nous fait signe. Nous avons presque aussi consommé nos minutes, mais vous aurez quelques secondes, même peut-être 1 minute pour conclure. Mais à une question stratégique qui concerne la Mouka en particulier, on voit Martin Fayulu s'activer sur les dialogues. On voit Martin Fayulu rester mordicus à ce qu'il y ait les dialogues inclusifs, mais on ne sent pas Martin Fayulu approcher ses frères de l'opposition, si bien qu'il les fasse sur les réseaux sociaux ou par des déclarations, mais les approches physiques, on ne les sent pas. À quand Martin Fayulu va réunir Kabila, Nangaï et les autres, qu'on sente que Martin Fayulu s'active au lieu de rester sur les publications. Vous avez 1 minute pour nous donner une réponse exacte et on termine l'émission. Je ne sais pas. Je suis d'abord très content de constater que les médias congolais, la population congolaise a déjà reconnu que le véritable patron de l'opposition, c'est Martin Fayulu. Non, on le voit plus s'activer sur les dialogues. Sinon, on ne dit pas qu'il est le patron. Sinon, cette question ne viendrait pas de vouloir donner cette charge à Martin Fayulu. À moins qu'il soit ce que vous dites qu'il est, c'est alors qu'il peut faire ça. Et même alors, il l'a toujours fait. Je crois, au moment où je suis passé dernièrement ici, je crois que j'ai été très clair. Je vous ai dit, actuellement, il y a 3 courants politiques. D'une part, vous avez l'Union sacrée avec Monsieur Tshisekedi à sa tête, avec tous ses alliés. D'autre part, vous avez Monsieur Kabila avec sa famille politique et tous ses alliés. Et enfin, vous avez Martin Fayulu avec sa famille politique et tous ses alliés. Les délices sont des alliés de Martin Fayulu. Vous remarquerez, Monsieur Tshisekedi cherche la solution en tâtonnant. Kabila cherche la solution en trouvant normal que le M23 existe parce que ce sont les revendications c'est l'expression populaire. Et Monsieur Fayulu cherche la solution
en recherchant la cohésion nationale à travers les dialogues inclusifs. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix Senga, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un grand retard que vous êtes la deuxième personnalité de la MOCA juste après Martin Fayulu. On vous considère comme le vice-président de la MOCA. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accordé ces quelques poussières de minutes parce que nous avons débordé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de la confiance. Vous nous suivez en dehors de nos frontières. Merci à vous tous, surtout que continuez à consommer votre émission en suivant l'ordre alphabétique si vous utilisez l'application mobile Blue OTT International. Moi, je vous retrouve très prochainement avec ces mêmes plaisirs.